ça produit, ça génère chez nos publics étrangers, en particulier chez les publics européens, cette notion assez confuse, mais qu'ils expriment lorsque je leur pose la question. Ils ressentent un besoin de renforcement de la violence européenne. Et elle s'incarne au travers de leur visite au musée d'armée. Elle se formalise au cours de leur visite au musée d'armée. Je ne sais pas s'il faut parler de parcours. On ne naît pas général, on le devient, et on s'aperçoit qu'on a fait une carrière militaire une fois qu'on se retourne. Mais on ne veut pas, lorsqu'on rentre à Saint-Cyr, devenir général. On va être chef de section, on va être commandant d'unité, on va être sur le terrain avec des jeunes, des hommes et des femmes, et qu'on continue à suivre. Pendant des années, je reste en contact avec mon premier conducteur, mes premiers sapeurs de chemin de fer, puisque j'ai commencé au 5e régiment du génie de voie ferrée. Un régiment qui a été dissous depuis mes vraies capacités opérationnelles, parce qu'avec un train, on transporte l'équivalent de ce que transportent 80 camions. C'est une vraie capacité opérationnelle dont on voit aujourd'hui en Ukraine combien elle est importante. Donc une première partie de carrière tout à fait tournée vers le terrain, sapeur de chemin de fer, puis sapeur parachutiste en 10 ans au 17e RGP à Montauban, et puis un commandement d'un régiment du génie blindé, et j'ai donc eu la chance de servir dans 3 spécialités d'ADAMA. À côté de ça, évidemment, il y a les passages classiques en école où on se forme, et on se forme toute sa vie, puisque après 2 années de classe préparatoire scientifique, 3 années à Saint-Cyr, 1 année d'école d'application, 6 mois de cours des capitaines, 6 mois d'école d'état-major, 2 ans d'école de guerre-terre et d'école de guerre, 1 an de chaîne, finalement, un général, il a fait 10 ans d'études et il ne cesse de se former. Il ne cesse de se former parce qu'entre les études, il lit, il réfléchit, il écoute. Et il essaie d'intégrer tout ce qu'il apprend. Foch qui disait, la culture générale, c'est la clé du commandement. Et De Gaulle reprenait avec une autre formule à peu près la même chose. Donc une carrière assez classique avec une partie formation considérable et une formation continue tout au long du parcours. Une partie terrain qui représente 16 ans de ma carrière, si je compte bien, entre les corps de troupes, le commandement d'une base de défense, et puis les opérations, où j'ai passé pas loin de 4 ans et demi de ma vie sur 14 opérations, sur 7 théâtres différents, dont 1 an au Liban, comme officier général. J'ai eu la chance de projeter d'opérations dans tous les grades et dans toutes les responsabilités de ma carrière. Ce qui est une expérience, et en même temps qui fait comprendre que la guerre est une chose dure, et que donc en général, un militaire n'est pas, dès qu'il a connu la guerre, suffisamment longtemps sur différents terres, n'est pas un belliciste, bien au contraire. Il mesure combien il faut être prêt à la faire et prêt à la gagner, pour reprendre l'expression du général Burkhardt, gagner la guerre avant la guerre, et s'il faut la faire, gagner la guerre pendant la guerre. Mais la guerre n'est véritablement gagnée que par la paix. Et la paix, ça suppose une mise en condition de l'adversaire pour qu'il s'asseye à la table de négociation et être en position de force pour pouvoir négocier des bonnes conditions de paix. Et c'est tout l'enjeu, finalement, qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on est sur le terrain et qu'on est au contact des opérations, mais qu'on se mesure notamment au travers de passages dans l'administration centrale. Comme beaucoup d'officiers, je suis aussi passé en administration centrale, dans ce qu'on appelle les ressources humaines, un terme que j'aborde parce que l'homme et la femme ne sont pas des ressources humaines, c'est la fin et la moyenne de tout. Et c'est ce qui donne du sens à ce que nous faisons. Et puis à l'état-major des armées, et puis auprès du chef d'état-major des terres, dans ce qu'on est convenu d'appeler la communication. Je veux dire que je ne suis pas un communicant, que je suis depuis lieutenant un chef qui explique. Je distingue formellement les communicants qui sont des bonimenteurs, passent leur temps dans les effets d'annonce, et la pédagogie, qui est une nécessité absolue par le chef, d'expliquer d'où on vient, où nous sommes et où nous allons. Voilà à peu près pour mon parcours. Qu'est-ce que ça représente être aujourd'hui directeur du musée d'armée? C'est à la fois une forme d'aboutissement et d'inattendu. C'est une forme d'aboutissement parce que finalement, tout ce que j'ai fait au cours de ma carrière m'a préparé, m'a donné l'occasion de voir les choses et être capable de traduire tout ce qu'il y a dans ce musée, les batailles du passé, le sujet économique, le sujet industriel de défense, au travers d'une expérience faite sur le terrain. Et donc, tu n'as pas de lire le musée autrement que peuvent ne le lire des conservateurs qui sont des historiens, des scientifiques du patrimoine. Et donc, finalement, d'un côté, de l'incarner, d'autre part, de lui donner une réalité ou de comprendre la réalité physique qu'il y a derrière ce que nous présentons à nos publics. Et puis d'inattendu, parce que ce musée, c'est ce que me disent tous les visiteurs que j'interroge tous les jours,
Ce musée, il est à la fois, au départ, imposant, impressionnant, majestueux et quand on en sort, merveilleux, magnifique et inattendu. Alors le musée de l'Armée est d'abord un musée, c'est-à-dire qu'il a 4 fonctions muséales selon le code du patrimoine. Il doit préserver, enrichir, valoriser et présenter ses collections. Préserver, ça veut dire garder d'abord les collections nationales dont nous avons la charge à l'abri de tous les risques. Les risques, c'est évidemment, comme l'a montré le cambriolage du jour, le risque de malfaisance, le risque de cambriolage, le risque d'attaque. C'est aussi le risque des insectes sur les tenues. C'est aussi les risques liés au changement climatique, une période de canicule ou une inondation peuvent détériorer les œuvres. Voilà. Préserver nos collections pour les transmettre dans tous les champs possibles. C'est enrichir les collections parce que l'histoire est aussi une histoire de lacunes, de trous qu'il s'agit de combler et dans nos collections et dans la connaissance que nous avons de l'histoire et de ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui au travers de ce qui s'est fait dans le passé. Valoriser, c'est présenter ce que nous avons en collection et en réserve au public. Pour faire ça, le musée de l'Armée, c'est à peu près un demi-million d'objets à consonance militaire, issus de l'histoire de tous les conflits auxquels a participé la France. Sur ce demi-million d'objets, 15 000 seulement sont présentés dans nos collections au public. 20 000 sont en dépôt dans d'autres institutions. Et donc, le reste pourrait croupir dans les réserves, qui seraient des greniers à vieillerie. Les expositions temporaires permettent de les valoriser, c'est-à-dire autour d'un thème, sortir des pièces et des œuvres de nos réserves pour les présenter au public. Et puis présenter au public, parce que un musée sans public, c'est une boîte de conserve. Alors, un musée doit avoir du public parce que ça fait partie de sa mission et qu'on ne sert pas pour nous et seulement transmettre une coquille pleine de souvenirs, d'objets, mais pour transmettre un héritage. Et pour que cet héritage soit transmis, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit compris, il faut que nos publics se l'approprient. Ça, c'est pour la partie muséale. Et puis, le musée de l'Armée a une deuxième fonction, qui est une fonction, cette fois-ci, qui lui est fixée par le Code de la Défense. C'est pour ça qu'il n'est pas sous tutelle du ministère des Futurs, mais du ministère des Armées. Et ces 4 missions sont, la première, maintenir et développer l'esprit de défense. La seconde, donner le goût de l'histoire militaire. La troisième, perpétuer la mémoire de tous ceux d'où qu'ils viennent qui ont combattu pour la France et la mémoire des gloires militaires nationales. Et la quatrième mission qui nous est fixée consiste à éveiller des vocations au service des armes. Voilà pourquoi nous sommes sous tutelle du ministère des Armées. Les autres musées du ministère des Armées, donc le musée national de la Marine et le musée de l'air et de l'espace, ont également les mêmes missions, avec cependant d'autres collections. On ne peut pas définir un profil type du visiteur du musée d'armée. Le musée d'armée, il est ouvert à tous, toute l'année, de 10h à 18h, tous les jours. Voilà. Et donc, ça crée une richesse du visitorat forte. Il peut y avoir des gens qui ne viennent pas au musée de l'Armée pour 2 raisons. La première, la plus évidente, mais la plus contre-intuitive, c'est que tout le monde ne sait pas que le musée de l'Armée est ouvert, que les Invalides sont ouverts. Pourquoi? C'est parce que c'est un site militaire qui est surveillé par la garde républicaine, et donc certains, et ils me l'ont dit, se disent que c'est pas un site ouvert, alors que ça l'est, à tous, tous les jours. La deuxième chose, c'est que musée et armée peuvent être, pour certaines franges de la population, des mots repoussoirs. Musée égale vieillerie, c'est le contraire de ce que c'est, et armée égale un monde auquel tout le monde n'est pas immédiatement, un monde par lequel tout le monde n'est pas immédiatement attiré. Et donc, ce sont ces, entre guillemets, non publics qu'il nous faut convaincre de venir ici s'approprier partie de l'héritage dont ils n'ont pas conscience et qui est le leur aussi. Les visiteurs étrangers du musée d'armée sont essentiellement des visiteurs occidentaux. À peu près 90% d'entre eux. Ils représentent dans l'ensemble un peu moins des 2 tiers des visiteurs du musée d'armée. Là, on peut les catégoriser à grande main, il ne s'agit pas de leur coller une étiquette par nationalité. Les premières nationalités à visiter le musée de l'armée sont les Espagnols, les Italiens, les Américains, les Allemands, les Anglais, puis les autres pays, parfois parce que leur population est moins importante, on les voit moins souvent. Quel est leur regard sur le musée de l'armée? C'est peut-être aussi très contre-intuitif. On imagine qu'ils vont venir voir ici l'histoire militaire de la France. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qu'ils voient, c'est leur histoire au travers de la nôtre. La France a été pendant des siècles en conflit avec presque tous les pays occidentaux, sauf l'Irlande
et les États-Unis. Et ce que nos visiteurs étrangers voient dans nos collections, c'est un dialogue entre des pièces françaises, des œuvres françaises, et des pièces et des œuvres qui ont été prises au cours de probas dans d'autres pays ou en France sur d'autres pays. Et donc, ce qu'ils voient, c'est leur histoire au travers d'un autre. Je me souviens un jour d'un Espagnol devant le tableau d'Après de Burgos, me le disant en février l'année dernière, aussi clairement que ça. En général, ce que je vois dans votre musée, c'est pas votre histoire, c'est mon histoire au travers de la vôtre. Je vais vous donner un autre exemple. Une jeune Allemande, il y a quelques semaines, dans les galeries de Deuxième Guerre mondiale, me dit, devant le débarquement des Alliés, sur les plages de Normandie, me dit, mon général, ne croyez pas que je vois la libération de notre pays. Je vois mon grand-père dans un bunker face aux bateaux américains. Voilà. Chacun y voit son histoire au travers de la messe. Et ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, et depuis quelques mois, et dans le contexte qu'on connaît, ça produit, ça génère chez nos publics étrangers, en particulier chez les publics européens, cette notion assez confuse, mais qu'ils expriment lorsque je leur pose la question. Ils ressentent un besoin de renforcement de la violence européenne. Et elle s'incarne au travers de leur visite au musée d'armée. Elle se formalise au cours de leur visite au musée d'armée. J'ai croisé l'an dernier 3 mercredis d'affilée un vieux monsieur, un monsieur qui avait les cheveux blancs, avec 2 petites filles, qui devaient être sans doute ses petites filles, donc je pensais qu'ils étaient ses petites filles. Donc un jour, au 3e mercredi, je m'approche de lui, et bonjour, je suis le directeur de musée de l'Armée, ça fait 3 mercredis de suite que je vous croise dans les galeries avec vos 2 petites filles, vous les emmenez ici tous les mercredis après-midi, et il me répond, non monsieur, c'est pas que je suis général, non monsieur, ce sont elles qui me traînent ici tous les mercredis après-midi. C'est assez, là aussi contre-intuitif. On imagine que le musée de l'Armée est un musée genré avec essentiellement des garçons. Eh ben, c'est pas du tout le cas. Il y a au musée de l'Armée plus de femmes, plus de visiteuses que de visiteurs. Qu'est-ce que voient les jeunes dans notre musée de l'Armée? Ils voient d'abord un patrimoine. Ce qui me frappe, l'autre jour dans le métro, je comptais le nombre de gens qui avaient dans ma rame un téléphone portable à la main. À peu près 80%. Au musée de l'Armée, c'est la proportion inverse. 20% seulement des gens qui sont dans le musée de l'Armée ont un téléphone portable. Et la plupart, pour prendre des photos ou pour se faire traduire dans leur langue propre que nous n'offrons pas, parce que nous n'avons pas toutes les offres, toutes les langues du monde, pour pouvoir se faire traduire directement dans leur langue écartèle. Pourquoi? Parce que l'ADN du musée de l'Armée, c'est une collection de pièces authentiques chargées d'histoire. Et ça happe le visiteur, qui se tourne vraiment vers les œuvres et qui est attiré par elles et qui a un contact avec l'objet. C'est ça qui fait à la fois la richesse et la force du musée de l'Armée. 2 choses qui correspondent à sa mission, c'est l'éveil, l'évocation au service des armes. La seconde, c'est l'appropriation d'un héritage commun. Et la troisième, qui n'est pas dans nos missions proprement dit, c'est la prise de conscience. Et ce que je mesure, c'est qui fait l'augmentation de notre visitorat, et notamment de notre visitorat jeune qui a très largement cru l'an dernier, c'est, dans le contexte actuel, une appréhension des enjeux géopolitiques, dont une partie sont des enjeux militaires. Or ici, ce musée ne présente pas que des collections de tenues, d'armes, de peintures, etc. Il raconte aussi l'histoire militaire de notre pays, mais l'histoire militaire, c'est aussi son histoire économique, c'est aussi son histoire politique, au travers de la succession des régimes qui ont fait ce que la France est aujourd'hui. Et donc, c'est une vision globale de l'histoire en entrant par le côté histoire militaire. C'est valable pour nos jeunes publics français, c'est aussi valable pour nos publics étrangers. Il y a quelques mois maintenant, je croisais dans la galerie de l'Arsenal, en extase devant un canon de la guerre de 100 ans, de la fin de la guerre de 100 ans, un couple de jeunes Tchèques, qui ne devaient pas avoir 30 ans, qu'on n'imaginait pas avec leur look très Hellfest dans un musée de l'armée, et qui m'expliquaient à quel point ils étaient venus au musée de l'armée pour essayer de comprendre ce que la France avait à dire de l'état géopolitique du monde aujourd'hui. Dans l'histoire, il y a des permanences et des changements. On n'est pas plus intelligent que les Grecs, on n'est pas plus intelligent qu'Homère, mais on a accumulé par strates successives une connaissance et structuré une réflexion qui nous fait aujourd'hui sans doute plus riches, non pas plus intelligents, mais plus riches de connaissances que ne l'étaient Homère, Aristote ou même les meilleurs humanistes ou les plus grands humanistes du Moyen-Âge. Et l'histoire, elle nous apprend 2 choses. La première, c'est qu'il y a des constantes qui sont d'abord des constantes humaines. L'homme n'a pas tellement changé depuis l'Antiquité. En revanche, qu'il y a aussi des variations qui peuvent être considérables, des variations régime politique, des variations de technologie, des variations d'appréhension du monde qui nous entoure, et qui font les changements
importants que nous connaissons, y compris les changements politiques et les changements militaires que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui. Alors nous avons ouvert hier une exposition sur les explorations. Comme tout sujet, on est obligé forcément de borner dans le temps, mais pas dans l'espace. En l'occurrence, c'est toute l'histoire des explorations sur les 300 dernières années, autour d'une question: les explorations sont-elles une affaire d'État? Derrière le mythe de l'aventurier solitaire et héroïque, la réalité est toute différente. Derrière toute grande exploration, il y a la volonté, les moyens, la permanence, la continuité d'un État. Et c'est ce que nous montrons dans plusieurs milieux. Les grandes explorations maritimes du XVIIIe siècle, les grandes explorations terrestres impériales du XIXe siècle et scientifiques, les grandes explorations technologiques et plus verticales du XXe, et puis aujourd'hui l'exploration des nouveaux milieux, des fonds marins au cosmos. Et donc cette exposition qui est passionnante, qui a attiré déjà plus de 400 personnes hier soir, pour son ouverture, devrait avoir beaucoup de succès et intéresse beaucoup, en particulier les jeunes, en leur donnant, j'espère, l'envie d'explorer à nouveau le monde que nous pensons connaître, mais que nous pensons mal connaître.